Chers compatriotes de la diaspora et chers invités, aujourd'hui nous sommes réunis pour un colloque qui va nous permettre de partager et de débattre sur des sujets brûlants de notre pays. Le parti politique Nouveau Congo nous invite ce samedi pour essayer tous, en conclusion, de proposer et de voir les pistes de solutions pour sortir notre pays de la crise qui l'a mis. Excusez-nous d'abord pour ce retard, certainement dû à certaines obligations de certains invités et par rapport à de nombreuses circonstances qui ne leur ont pas permis d'être là à l'heure. Sans plus tarder, nous allons procéder à écouter le mot introductif du président du Parti Nouveau Congo, Ulrich Tuta, qui doit ouvrir ce débat. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans cette salle de Gennevilliers, donc d'être parmi nous. Nous vous invitons donc à développer, comme l'a dit Christian Olengo, l'actualité nationale et africaine, particulièrement ce qui se passe aux alentours du Congo, le Gabon, la RDC qui est concernée. Le combat que nous avons pensé mener dans le cas du Congo, ça s'intensifie, ça s'élargit un peu, ça prend maintenant les frontières du Congo-Brazzaville. Donc au départ, on avait prévu parler juste de l'alternance politique au Congo. Donc la situation change du jour au jour. Aujourd'hui, vous avez suivi comme moi, j'espère, qu'il y a eu un changement brutal au niveau du Gabon avec la validation de la Cour suprême. Donc par rapport à ça, nous vous remercions déjà d'être parmi nous, malgré vos occupations que vous avez laissées. Certains qui ont laissé leur pays, comme Bruno Mouelé, qui est toujours là, contre la diaspora en France, l'appel. Merci, Président. Je salue tous les frères, les grands frères, les sœurs qui sont là. Nous serons très heureux de débattre ensemble, de proposer des pistes, parce que la diaspora a un mot, et le mot de la diaspora compte sur la politique nationale. Ulrich Tuta, vous avez la parole. Alors, je demande qu'on observe 1 minute de silence en mémoire de toutes celles et tous ceux qui sont tombés pour ce combat. Les morts de Sibiti du sud du pays du Congo-Brazzaville et récemment les morts au Gabon et aussi récemment, très récemment en République démocratique du Congo. Merci. Merci. Chers amis, chères sœurs et frères, chers résistants et combattants de la liberté, distingués invités, au nom de l'association politique Nouveau Congo et en ma qualité de président de cette grande structure et au nom de mes camarades du Nouveau Congo, je vous dis merci d'être là, car votre présence est un signe fort à l'encontre des détracteurs de la liberté, ceux qui utilisent tous les moyens pour désamorcer notre engagement, notre combat pour la souveraineté populaire. Encore merci. Notre lutte est ardente, mais elle est aussi idéaliste. C'est une lutte dans laquelle nous ne ménageons pas nos efforts. Cette lutte est noble et juste. Une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliation qui nous est imposée par M. Sassou et son camp. Et son clan, je dirais.
Les bourses sont impayées. Les étudiants à l'étranger connaissent la précarité. Les locaux d'ambassade impayés. Les sociétés qui ferment à une vitesse inimaginable. Mais non, nous avons raison de dire stop. Le Congo devient un pays de non-droit qui n'attire pas d'investisseurs étrangers. Dernier du classement mondial d'indice de la facilité de faire les affaires. 185e sur 189 pays, juste entre la République d'Érythrée et le Soudan du Sud. Le premier pays africain étant le Rwanda, 3e mondial devant la France, 38e. Non, la barbarie doit s'arrêter. Le Nouveau Congo propose ce colloque, puisqu'il a été créé pour apporter une vision politique autre, moderne, et de lutter contre toute forme de dictature pour permettre l'instauration d'un état de droit au Congo. Le Nouveau Congo est un parti de masse qui n'a pas à son sein un quelconque ministre ou une personnalité du clan d'Enguesso. Le NC, c'est le peuple, tout simplement. Cette classe opprimée qui souffre au quotidien. Cette classe qui rencontre des difficultés pour subvenir aux besoins de leur famille. Le Nouveau Congo veut se positionner comme un acteur majeur dans le combat du peuple opprimé, puisque démocratie oblige. Il doit avoir sa place dans le microcosme politique congolais au niveau national pour que vive la République. La vision du Nouveau Congo est son nuage. Une transition politique sans M. Sassou Nguesso pour permettre des futures élections présidentielles sur la base d'un fichier électoral sain et révisité et dans une impartialité de la communauté électorale, gage de souveraineté nationale et de paix. Voilà, chers camarades, notre positionnement politique. Le peuple, c'est quoi? Peuple et pouvoir dans une république. Parlons-en. Peuple, avant d'être sujet de droit, est d'abord une entité sociologique. De ce fait, composée des individus et par leur consensus, se donnent les règles d'une vie d'ensemble. C'est ainsi que découle le droit. Le droit de disposer de soi-même est un droit fondamental reconnu par la Charte des Nations Unies et par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un peuple souverain est celui qui choisit librement ses dirigeants et qui, de manière indépendante, décide de son destin sans interférence quelconque. La démocratie, dans son étymologie, démos et kratos, qui veut dire pouvoir du peuple, ainsi telle qu'elle a été définie dans la grecque antique comme étant pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Un peuple souverain est celui qui confie librement l'exercice de la dévolution du pouvoir selon son choix. En démocratie, seule la volonté du peuple est la source du pouvoir. Le peuple est à l'origine des lois, car détenteur du pouvoir constituant originaire. Chers amis, distingués invités, nous avons vu que dernièrement, le pays a été dans un hold-up électoral. Et il y a un contentieux électoral qui est là. On ne va pas me dire le contraire. Ce n'est pas le PCT qui me dira le contraire. Le pouvoir a voté largement. Mais malheureusement, comme le dit la constitution du pays, les résultats d'un vote présidentiel, électoral, sont proclamés par la commission électorale. Mais qu'est-ce qu'on a vu au Congo-Brazzaville? C'est un ministre de la République
et à une heure incroyable, à 3 heures du matin, a donné les résultats. Faute grave, forfaiture. Dans des régimes démocratiques, la logique fonctionnelle et matérielle veut que la volonté du peuple soit impérative. Donc, l'expression populaire est le vote ou l'élection au suffrage universel direct des dirigeants par le peuple. Une décision fondamentale et d'ordre constitutionnel concernant l'avenir d'un État exige l'expression populaire, qui n'est autre que le référendum à l'instar du vote de la loi fondamentale ou de la Constitution. Faisons partie des 3 éléments constitutifs de l'État, à savoir le territoire, la population et le gouvernement. Le peuple est le premier souverain de la République. Ce n'est pas un clan, une ethnie, un groupement de gens. C'est le peuple qui décide de la portée politique d'un État, d'un pays. Res publica étant un bien appartenant au peuple, en l'occurrence, un système par lequel la souveraineté appartient au peuple qui exerce le pouvoir directement ou indirectement par ses représentants. Le peuple étant quantité sociologique caractérise une complexité d'appréhension, car tout sociologue s'accorde à souligner son caractère complexe, car la notion du peuple implique nécessairement la notion de la nation. Le peuple est un fait, donc en tant que tel, il est un fait social. Dans le cas du Congo, le peuple est une composante d'une riche diversité de cultures. Ce vaillant peuple a montré à plusieurs fois sa détermination de vivre ensemble et sa volonté de s'assumer afin de prendre en main son destin. Ce peuple qui est plus fort, bon nombre d'exemples l'attestent, notamment en 1963, lors de la chute de Youlou. Le soulèvement populaire a fait plier le président Youlou et a permis l'arrivée au pouvoir du président Massamba Deba. Dans les années 90, une fois de plus, le peuple a permis l'instauration du multipartisme et de la démocratie, malgré les intimidations du régime marxiste de l'époque. Le peuple a repris sa souveraineté pendant la conférence nationale souveraine de 1991 qui consacra le régime démocratique au Congo. Le peuple congolais a courageusement, comme un seul homme, choisi ses dirigeants à travers les élections démocratiques de 1992, qui ont vu l'élection du président Pascal Lissouba. Cependant, comme par malheur, les nostalgiques, comme par malheur, les nostalgiques et les ennemis du peuple, les nostalgiques et les ennemis du peuple congolais ont torpillé et détruit en 1997 les espoirs suscités par cette démocratie naissante tant voulue par le peuple. Depuis lors, le peuple congolais, ce peuple s'est mis dans la résignation totale. Cela s'est amplifié avec la volonté de la dictature de conserver coûte que coûte le pouvoir en marchant sur la volonté du peuple. Et au mépris de tout principe démocratique, le peuple, depuis lors, a perdu sa souveraineté et s'est vu confisquer son pouvoir par le régime d'occupation dirigé par M. Sassou Nguesso depuis aujourd'hui 20 ans. Occupation car emmenée et installée par les forces étrangères, en l'occurrence des armées angolaises, tchadiennes et les résidus de l'ex-armée rwandaise, Iteramwe, ainsi que les ex-FAC de Mobutu. Le Congo n'est pas la propriété de quelques gens d'une tribu donnée. Il est la propriété des Congolais, sans distinction ethnique. Le peuple congolais n'oublie pas son vote volé. Un potentiel président sacrifié. Il est conscient de l'imposture du pouvoir qui gangrène le développement du pays, dans tous les secteurs. Ce peuple-là nous regarde aujourd'hui. Ce peuple-là nous attend aujourd'hui.
Nous devons être à la hauteur de la difficulté. L'éradication de la dictature et l'instauration d'un climat de paix et de démocratie. On nous regarde. Ce peuple-là qui est opprimé aujourd'hui, qui pleure aujourd'hui, ce peuple-là qui ne peut pas se prononcer, qui est embastillé, qui est poursuivi, oppressé, ce peuple-là nous regarde aujourd'hui. Nous sommes l'espoir de tout un peuple. Nous sommes conscients de la difficulté de l'opposition locale. Nous sommes conscients des difficultés des opposants qui n'arrivent pas à véhiculer un message, qui n'arrivent pas à parler, qui n'arrivent pas à regrouper des militants pour faire des meetings. Nous sommes cette alternative-là. Nous devons nous concentrer sur ce combat. Ne nous divertissons pas. Soyons concentrés jusqu'au bout, car le peuple nous regarde. Le fondement et la base du combat du Nouveau Congo est l'instauration d'un état de droit au Congo qui implique de facto la libération totale du peuple congolais du joug de la dictature ethno-cratique, du régime despotique qui l'assujettit. Ainsi, nous partageons et luttons pour Ainsi, nous partageons et luttons pour l'instauration d'une véritable démocratie et d'un état de droit dans l'ensemble du continent africain. Dans l'ensemble, pour la libération des peuples africains soumis à l'oppression comme notre peuple. En effet, nous optons pour la conciliation totale de la souveraineté nationale avec la souveraineté populaire propre à Jean-Jacques Rousseau, qui, du contrat social, prône que seule la volonté du peuple est la source de l'exercice et de la dévolution du pouvoir. La démocratie étant le fruit de la volonté populaire qui prévoit la séparation des pouvoirs comme gage du respect des droits des citoyens et de ce fait de l'instauration de la norme supérieure qui n'est autre que la constitution fruit du contrat social, donc garantie du vivre ensemble. Cher Adjurkaïm, la notion est composée du peuple ayant les mêmes valeurs communes de langue, de religion, de tradition et d'une histoire commune, donc d'une communauté vivante avec des règles de société. Le Nouveau Congo veut faire de cette journée du 24 septembre une journée témoin, c'est-à-dire une journée où quelque chose va se créer. Une journée où quelque chose de très fort va se créer pour que la diaspora soit et reste le hub de tout projet politique à venir. Le Nouveau Congo va proposer la création d'un collectif des présidents de structures, qui est une idée que j'emprunte à un collègue qui n'est pas dans la salle, au président de la CDI, Convention des démocrates indépendants, M. Adjan Wabaloukou. Ici, bon, visiblement, il n'est pas encore là. Voilà l'idée. Ce n'est pas encore une énième plateforme ou encore un parti politique. C'est un collectif représentatif des présidents des structures. Ce n'est pas une énième plateforme, ce n'est pas un parti politique, non. C'est un collectif pour plus de percussion, pour plus de collégialité, pour que nous menions à bon terme ce combat. Le Nouveau Congo lance donc ce défi d'un collectif des présidents des structures. Chers confrères, Marc Mapingo, cher doyen Guy Mafimba, cher président Mouélé, et tous les autres, voilà une orientation politique. Nous devons arrêter de trop parler pour dire les mêmes choses à chaque fois. Nous devons proposer des choses car le peuple souffre. Et nous devons rapidement travailler pour la paix et la confiance du peuple. Nous devons inverser la tendance. Nous devons inverser la donne.
un relais indéniable à la vraie opposition locale qui est étouffée de partout, qui est oppressée de partout. Je salue le bravoure de Mme Mounari pour la pugnacité de son action. Son dernier discours est un délice de courage et de détermination. Nous devons nous imposer et être capables de mobiliser le peuple si besoin il y a. Mais tout cela n'est possible que dans une collégialité d'action où l'importance et la nécessité d'un collectif des présidents de structure sera actée. Le Nouveau Congo prône pour la pénalisation du tribalisme avec effet immédiat contraignant. L'organisation d'un référendum populaire sur des traités engageant le destin de la nation. La prohibition de la ratification des traités impliquant le destin de la nation par la seule compétence du président de la République, à l'instar du traité de modification de l'OIA à l'UA qui engageait hautement le peuple congolais, qui malheureusement n'a jamais été consulté et associé sur ces questions ô combien importantes sur son avenir. Voilà, ensemble, pour terminer, cette journée est pour le Nouveau Congo, mais elle est pour la diaspora toute entière. Je déclare donc que les débats commencent. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président Ulrich Tuta. Avant de commencer les débats, je crois que je vais essayer un peu de expliquer le déroulé des événements. Par rapport à ce qui a été prévu, il était prévu que nous ayons 2 panels d'intervenants cet après-midi, composés de 6 intervenants par panel. Malheureusement, certains intervenants prévus ne sont pas encore là. Nous serons obligés de modifier un peu l'organigramme. Ainsi, avant d'inviter le premier intervenant, je voudrais corroborer ici l'intervention du président Ulrich Tuta sur la question de l'occupation. Je crois que vous avez suivi que le président a parlé d'un régime d'occupation. Oui, c'est vrai, nous avons un régime d'occupation au Congo. Les gens diront que, écoutez, c'est les Congolais. Ben non, ce régime est arrivé au pouvoir avec des forces étrangères. Tout le monde se souviendra du discours, enfin de l'interview du président Pascal Lissouba le 24 octobre 1997 sur RFI, à 6h30, où il implorait le général de Gaulle, qui se retournerait de sa tombe en voyant la France cautionner l'occupation du Congo. Donc l'armée angolaise est rentrée à Pointe-Noire le 24 octobre 1997 et le général, paix à son âme, le colonel, Louembe, n'était obligé que de faire reddition. Et Brazzaville a été occupée par les ex-phases. Président Tuta, c'est des phases, pas des FAC, des phases, forces armées zaïroises, l'armée tchadienne et les Interamouis, plus la milice Cobra, bien sûr. Donc, à l'origine, ce régime est d'abord un régime d'occupation. Ça, il ne faut pas l'oublier. On ne sait pas les accords, les contrats qu'ils ont signés pour qui, soit pour qui les Angolais et les autres leur viennent en aide. Donc, c'est sur ce point que je voudrais quand même éclairer certains. Enfin, je voudrais bien éclairer ce point, parce que certaines personnes ne pourront certainement pas comprendre pourquoi le président parlait de régime d'occupation. Donc, aujourd'hui, nous faisons face à tout ça. Je ne dirais pas que c'est un pays sous tutelle, mais il faut tenir compte de cet aspect des choses. Ceci dit, le terme du colloque est basé sur le peuple et le pouvoir. Peuple, tout le monde, comme l'a dit aussi le président Tuta, sait ce que c'est peuple en termes
d'entités sociologiques. Mais ici, nous insisterons surtout sur le plan juridique et politique. Donc, le pouvoir du peuple. Voilà ce que je voudrais ajouter au propos du président Ulrich Tuta. Cependant, je vais aussitôt passer à l'invitation du premier intervenant pour qu'il fasse son exposé. Ainsi, je voudrais bien inviter le député Robert Poiti à venir faire son exposé. Merci beaucoup aux grands organisateurs de ce colloque, de cette manifestation. Je pense qu'il y a un mois et presque une semaine, nous étions là et nous avons développé des thèmes très importants. Et c'est, je pense qu'en cette date-là, que nous étions informés que le 24, il y aura un colloque organisé donc par M. Tuta qui m'avait donné donc cette information. Alors, je pense que nous sommes ici pour un moment aussi difficile que pénible. J'ai presque bien accueilli c'est pas un mot d'ouverture, le président Tuta, mais c'est sa communication. Il y a tout dedans. Et je voudrais tout simplement revenir pour expliquer qu'en fait, ce que nous disons aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une conséquence de certaines choses qui nous sont très lointaines. Nombre peut-être d'entre nous n'étaient pas encore nés, mais ce sont ces choses-là qui ont été scellées à cette époque, qui font que nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui. C'était pas plaisant de le dire, mais que je ne serais jamais venu ici en France, puisque quand l'occasion m'avait été donnée, en 83, je ne suis pas venu. J'ai bâti ma vie au Congo, j'ai tout fait au Congo, et soudain, j'étais obligé de quitter le Congo. Mais quitter le Congo, en fait, pourquoi ? Parce que, tout simplement, les choses, entre 1956 et 1960, donc ne parlons que du Congo, les choses n'ont pas été bien faites. Il y a eu un début, mais ce début n'a pas été terminé. Il y avait quelque chose qui manquait sur le début, qui avait été commencé finalement. Permettez-moi un peu la tautologie. Mais elle s'impose. Il y avait un problème d'indépendance. Vous voyez que je ne parle pas du coup d'État de Denis Sassou Nguesso, moi je parle plutôt des choses dont Denis Sassou Nguesso n'est qu'une conséquence. Alors donc, il y a les occupants, il y a les véritables occupants. À l'époque, c'est la colonisation. Et nos parents, nos ancêtres ont voulu lutter pour se libérer de cette colonisation. Et ce travail a été long et pénible. Mais ils y sont quand même parvenus. Et au moment de mettre sur papier ce sur quoi ils avaient lutté, c'est-à-dire leur indépendance, leur liberté, retrouver leur liberté, les documents qui leur ont été soumis, eh bien, c'était des documents qui leur ont lié pieds et mains. Aujourd'hui,
quand nous parlons, il faut que nous retenions, je dis bien, la dernière fois je l'ai dit ici, que ce n'est pas facile de dire qu'aujourd'hui le Congo n'est pas indépendant. Ce n'est pas facile de le dire, ni de l'accepter. Parce que nous avons tous grandi dans cette indépendance du Congo le 15 août 1960. Mais au fond, non, nous ne sommes pas indépendants. Il faut que nous le retenions, qu'on le garde et qu'on cherche à savoir, on a tous les documents, qu'on cherche à savoir en fait pourquoi on n'est pas indépendant. Et quand on dit qu'on n'est pas indépendant, c'est tout simplement parce que c'est écrit, hein, c'est écrit dans le texte fondamental datant du 28, qui avait été voté au Congo jusqu'ici en France, le 28 septembre 1958, et la Constitution donc, a été promulguée le 4 octobre 1958. De ce texte, j'avais déjà dit qu'un seul État n'a pas voulu, avait lu peut-être et compris le contenu de ce texte. Ça se résume en un alinéa, l'alinéa 1 de l'article 86. C'est là que tout se... Donc dire oui ou dire non, c'était par rapport à l'alinéa 1 de l'article 86. Et le nom de Sékou Touré, qui n'a pas voulu rentrer dans la communauté, c'était en lien précis avec cet article-là et cet alinéa-là. Maintenant, ceux qui ont voulu rentrer, qui avaient dit oui, parmi lesquels le Congo et l'Algérie, c'était dans l'espoir que, une fois rentré, on pouvait y sortir au moment où l'on voulait. Mais malheureusement, vous avez vu que quand l'Algérie a voulu sortir de la communauté après son accession, et ça a été difficile, presque impossible, il fallait donc aller à la guerre. Ils ont fait donc la guerre. Et là, cette guerre d'Algérie a fait qu'aujourd'hui, l'Algérie a pu finir finalement par obtenir son indépendance, mais après référendum. Il faut que nous retenions ce mot référendum. Le mot référendum est clé dans ce que nous voulons devenir demain. Si on veut parler d'un nouveau Congo ou autre chose, il faut que la procédure qui est inscrite dans la Constitution de 1958 soit respectée et arrive à son terme. Son terme, c'est quoi? C'est tout simplement soumettre, c'est obligé, hein, on est obligé de faire ça, soumettre à l'approbation du peuple les accords qui avaient été signés entre le général de Gaulle, les représentants du général de Gaulle, parce que ce n'est pas lui qui les a signés, c'est le Premier ministre Michel Debré, et pour la partie française, et pour la partie de l'État, colonie, donc le Congo, et c'était par le Premier ministre, l'abbé Fulbert Hugo. Ces accords se résument en ces termes que les accords, c'était les accords pour l'indépendance. Mais il est écrit dans cette constitution que cette procédure d'indépendance doit être confirmée. C'est le verbe qui est utilisé dans le texte. Confirmé par un référendum local. Et c'est pour cela que quand les accords d'Évian, qui se sont tenus du 7 mars au 18 mars, à Évian donc, entre l'Algérie et la France, on a retenu, alors qu'on aurait pu donner l'indépendance en ce moment-là à l'Algérie, automatiquement, lors des accords, quand ils étaient en train ils sont restés presque 8 jours ou 10 jours là-bas. Ils auraient pu décider de donner l'indépendance à l'Algérie. Mais ils ont respecté les clauses de la Constitution de 1958. C'est-à-dire que l'indépendance ne peut s'obtenir qu'après référendum, après consultation du peuple. Donc ça, si nous négligeons ça, ceux qui veulent le négliger, on passe à côté de la réalité, de cette vérité profonde, qui n'est pas facile à accepter, acceptons-le. Il a fallu 43 ans pour que le Brexit ait lieu. Nous, ça fait de 60 jusqu'à aujourd'hui, ça fait quoi, 56 ans, hein, c'est ça. Hein. Donc entre 56 ans et 43 ans, il n'y a pas une grande différence. Donc ça veut dire que nous sommes encore dans le temps, et nous devrons respecter ça. On doit le faire. Voilà. Si on ne le fait pas, tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est peine perdue. Et c'est ce qui se passe, vous le voyez bien, ce qui s'est passé au Gabon. Voilà, le Gabon est en train de subir la même chose. Et pire encore pour le Gabon, parce que quand les 3 États sur les 4 de l'AF ont signé ensemble, avec le Premier ministre Michel Debré, le Gabon était traité à part. Hein, les documents sont là. Le Gabon n'est pas dans les 4 pays qui signent au même moment avec Michel Debré. Le Gabon est traité à part. Donc ce qui se passe au Gabon, ce qui s'est passé en Centrafrique, ce qui s'est passé au Mali, c'est la France qui guide. On est obligé. J'avais dit ici la dernière fois que
Allez, là, mon frère Mafimba, qui n'était pas là la dernière fois, je le cite en disant que si demain, vous prenez le pouvoir au Congo par tous les moyens, par la voie démocratique ou par coup d'État, vous êtes tenu à venir vous asseoir à côté de François Hollande, qui est là aujourd'hui, et vous allez lire ça. Et il y a des documents, c'est ça qu'il faut respecter. Que vous accédiez au pouvoir par coup d'État ou par voie électorale, vous êtes obligé jusqu'à ce jour. Pascal Youssouba le connaît, ce problème, et Denis Sassou Nguesso également le connaît. Si ça ne marche plus avec la France, Denis Sassou Nguesso, il y a l'argent, j'avais dit la dernière fois, l'argent est là au trésor. On peut donner l'argent à Denis Sassou Nguesso si on a encore besoin de lui. Mais aujourd'hui, si vous êtes président, la France va vous donner l'argent pour régler tous les petits problèmes qui existent. Et après, peut-être on va vous donner 6 mois ou 8 mois de fonds pour démarrer, régler tous les problèmes, et après, bon, voilà, vous réglerez. C'est ça le problème. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci le député Robert Poiti pour votre brillante intervention. Je voudrais tout simplement ajouter à ce que a dit le doyen Robert Poiti concernant la constitution de 58, du 4 octobre 58 de la France. En fait, cette constitution n'est autre qu'une volonté du général de Gaulle. Donc, vous aurez compris qu'il a cité le nom de Michel Debré, qui est le père des députés de l'UMP. En fait, Michel Debré, c'est le rédacteur de la Constitution de 1958. Cette Constitution qui est la volonté du personnel du général de Gaulle. Donc, c'est tout ce que je voulais compléter. Bien, merci. Après ces interventions, donc, nous allons donner la parole à une dame, celle qui organise les manifestations souvent. Donc, elle ne sera pas disponible apparemment, ce que j'apprends. Donc, si Nina, elle est disponible, la parole sera donnée à Nina du CNRD. Venez ici. Bonjour tout le monde, donc je suis Nina Maoukou, secrétaire générale adjointe du CNRT Congo, donc le Conseil national de la résistance et de la transition du Congo-Brazzaville. Donc déjà pour commencer, je voudrais remercier M. Ulrich Tuta, donc président du Nouveau Congo, pour cette initiative que de nous rassembler autour de ce thème qui est le peuple et le pouvoir. C'est le peuple et le pouvoir, c'est ça ? Le peuple et le pouvoir. Voilà. Et voilà, c'est d'autant plus significatif pour nous au CNRT car il s'agit en fait de notre vision. Donc la vision du CNRT qui est le pouvoir au peuple. Donc pour ma part, je vais aborder avec vous des questions relatives à la source du pouvoir du peuple. Donc d'où provient le pouvoir au peuple, son origine. Voilà, donc on va essayer, dans le temps qui nous a imparti, qui n'est pas très long en ce qui me concerne, de synthétiser
Comment nous voyons, nous, sociologiquement, le pouvoir de la nation, c'est-à-dire l'existence même de ce pouvoir qui doit d'abord exister avant d'être, exprimé. Voilà, donc lorsqu'on voit que la démocratie est arrivée à peu près partout dans le monde entier, on a quand même un constat qui est assez significatif, c'est qu'au XXIe siècle, l'Afrique n'est pas encore rentrée dans cette terre et peut-être n'y rentrera pas complètement. Donc il est assez navrant de constater que les différents épisodes que nous avons tous constatés aujourd'hui impliquent des sociétés civiles et donc des peuples qui devraient normalement avoir une certaine souveraineté. Donc c'est vrai que dans les principes de la démocratie, on oublie souvent de distinguer et de qualifier le peuple qui est le principal acteur. De ce fait, lorsqu'on crée une nation, on permet en fait, lorsque la nation est forte, on permet donc à un peuple et donc à un pays, à une origine, de rentrer dans ce qu'on appelle le concert des nations. Et donc c'est cette notion de souveraineté qu'il faut, je pense, mettre en avant quand il s'agit d'évoquer le pouvoir du peuple. Donc réellement, d'où provient la souveraineté, qu'est-ce qui accorde cette souveraineté et comment elle peut être revendiquée par-dessus tout. Voilà, donc pour moi surtout, là ça m'engage aussi beaucoup dans ce que je dis, le fait qu'il y ait justement cette possibilité de rencontre et d'implication indirecte, c'est ce qu'on appelle en fait d'abord pour moi le être ensemble avant tout, c'est-à-dire des composantes d'un même lieu avec qui on peut partager des mêmes culture, une même origine, et souvent sur le territoire qui est souvent ce qui fédère le caractère même de l'idée du peuple. Qu'en est-il réellement de la notion de pouvoir dans tout cela? La part des uns et des autres et surtout l'origine, donc c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc faire une petite définition, donner une petite définition de la nation, que ce soit la définition sociologique ou philosophique, on arrive quand même en règle générale à distinguer trois choses. Donc les politiques, donc l'aspect politique, les thèses, donc l'ethnie, les peuples, et les polices, donc les cités, donc la politique, le peuple et la ville. Donc c'est souvent ces trois notions qu'on essaye de mixer ensemble pour retenir voilà, l'idée même d'un même ensemble. Voilà, j'espère que je me fais comprendre. Voilà, donc la définition pour moi du peuple, c'est aussi surtout un ensemble composé de personnes, donc, qui sont des citoyens, qui partagent un sentiment de former ensemble quelque chose, une amitié, comme le révélait un petit peu le sens philosophique d'Aristote. Voilà. Pour parler de la source donc, de ce pouvoir, on peut distinguer, je pense qu'il faut distinguer comment il est obtenu à son origine, parce que je pense que le pouvoir est une capacité qu'il faut définir dès le départ. Est-ce que c'est une capacité à agir sur soi-même ou c'est la capacité à agir sur les autres? Donc, quelle est sa nature? Comment il est d'abord? Et ensuite, selon sa nature, comment le pouvoir est exercé? S'il est exercé de façon violente, s'il est exercé de façon légale, voilà. Donc on peut distinguer par exemple le pouvoir que peuvent accorder les actionnaires ou les employés ou les actionnaires à un directeur d'une entreprise ou d'une multinationale qui a normalement un mandat pour exercer ce pouvoir, ou on peut parler aussi de ce même mandat quand on parle de politique. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ça, mais c'était juste pour faire un petit peu le distinguo entre ces deux choses.
Et après, en ce qui concerne le constat réel de la société congolaise, pourquoi aujourd'hui on est tous réunis? Qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à nous poser des questions? Pourquoi la notion du peuple et de cette souveraineté est étalée aujourd'hui? C'est parce que on essaye de définir une stratégie pour sortir le Congo de cette situation de crise. Et pour nous, pour le CNRT, le peuple est vraiment l'acteur le plus important, à savoir pas forcément acteur individuellement ou collectivement, mais en tant que Congolais, en tant que citoyenneté, en tant que culture, en tant que personne. Donc on a vraiment le constat amer que le citoyen congolais est un citoyen en voie de disparition, parce que les valeurs qui étaient normalement censées être celles qui fédéraient, donc justement ces cités et cette nation congolaise ne sont pas forcément, ne sont plus de perspective de la même façon dont elles étaient définies. On assiste en fait au Congo à une sorte de mélange des genres, c'est-à-dire que le pouvoir qui était naturel ne l'est plus. Le pouvoir qui était naturel, donc celui qui était le droit d'aînesse par exemple, il est usurpé par d'autres pouvoirs, des pouvoirs qui sont achetés. Il y a une façon aussi dans les familles où le pouvoir est imposé aussi par la force. Donc on voit bien qu'il y a une adéquation entre ce qui se passe à l'extérieur des familles, donc dans la société et donc dans le monde politique, qui a influé sur le fonctionnement même des familles, qui sont la base donc, de cette nation. Donc tant que les familles ne récupèrent pas ce pouvoir, qui est normalement le leur, qu'elles doivent, elles, mettre en mandat et donc déléguer à des personnes qui seront normalement des représentants de ce pouvoir, on aura très difficilement la possibilité d'affirmer une souveraineté populaire. Donc je pense qu'il est très important que tout un chacun, et individuellement, il est très possible pour chaque Congolais de le faire. Il suffit de regarder sa propre famille, que ce soit sa famille proche, ou vraiment la famille au sens élargi, et de regarder ce qui s'y passe, comment le pouvoir est traduit, comment il est obtenu, comment il se transmet. Et on voit bien qu'on n'est plus dans le même modèle de fonctionnement qu'à l'origine voilà, de nos parents. Il y a beaucoup de modifications sociologiques qui font qu'il est très difficile encore aujourd'hui pour le peuple congolais d'affirmer cette souveraineté, parce que tout simplement, il est pour les peuples de toute façon anciennement colonisés d'avoir cette fierté nationale, parce que il y a beaucoup de choses qui ont été brisées, donc ça on peut bien sûr le comprendre. Et donc voilà, donc c'était sur cet aspect que je voulais terminer. C'est pas du pessimisme, non, pas du pessimisme, pardon. C'est vraiment dire qu'il est important que chaque individu soit conscient que le pouvoir du peuple en fait dépend d'abord de lui, et que c'est la somme de tous nos pouvoirs, d'accord, qui seront en fait le pouvoir du peuple. Voilà, donc voyons combien nous sommes et organisons-nous pour que ces pouvoirs qui sont en nous, voilà, que ces pouvoirs soient donnés et délégués aux bonnes personnes, et surtout utilisés à bon escient, et être conscient que le pouvoir au peuple, c'est nous. Voilà. Merci. Merci Nina, donc secrétaire générale adjointe du CNRT Congo. Merci. Donc nous allons continuer avec les interventions, essayer un peu de faire comme Nina l'a fait, d'être un peu de résumer pour gagner le temps, parce qu'il y a plusieurs intervenants. On ne va peut-être pas arrêter les autres. Donc Christian Wolengo continue avec la liste des intervenants. Avant de déclencher la partie questions-réponses, je voudrais un peu insister sur ce qu'a dit Madame Nina, parce que j'ai trouvé qu'elle a beaucoup insisté sur l'aspect sociologique du concept peuple. Je crois que, comme le dit Émile Durkheim, la base de la socialisation commence par la famille. Ça, c'est très important. Et ça, nous l'avons perdu, ces valeurs-là, au Congo. Et sur la nature du pouvoir et la source du pouvoir du peuple, je crois que nous sommes là carrément dans un domaine plus purement
politique et juridique. Donc je crois que, madame, vous avez raison de soulever tous ces points pertinents. Cependant, je voudrais continuer avec l'intervenant suivant. Je vais appeler M. Andreas Gombe. Merci au Nouveau Congo et à son président pour l'occasion d'intervenir. Je n'avais pas prévu d'intervention, à vrai dire, mais il y a quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure quand Nina a parlé, et même dans l'intitulé. Le Nouveau Congo a choisi de dire peuple sans S. Il n'y a pas de S à la fin. Donc il ne conjugue pas peuple au pluriel, et je vais essayer de broder autour de cette question-là. Ce que le pouvoir de Brazzaville essaie de faire, c'est de nous faire conjuguer le peuple avec S à la fin. Mais est-ce qu'il existe un peuple congolais? C'est ce que nous devons poser comme question à la fin de tout ce que nous avons essayé d'entreprendre au cours des différentes années pour unifier et aboutir soit à une insurrection, soit à une révolution. Il faut que le peuple ait conscience aussi d'être peuple. Donc conscience de faire famille. Mais quand on a certains individus qui sont promus au sommet de la pyramide, qui passent d'un quartier à un autre pour mentir qu'ils habitent dans un quartier pendant qu'on bombarde, on se pose la question, est-ce que finalement le Nouveau Congo n'aurait pas dû mettre le S à la fin pour dire en fait que pour l'instant au Congo, il n'y a pas de peuple. C'est la conclusion, parce qu'un peuple se fait respecter, un peuple s'insurge. Mais ce que nous avons eu dans toutes les tentatives, c'est d'essayer de former un peuple. C'est dans la lutte et dans la lutte partagée que va naître le peuple congolais. Actuellement, nous avons une collection d'ethnies, une superposition d'ethnies, mais qui ne font pas encore peuple. Ils ont essayé de faire peuple lors de la révolution de 63, mais cette caste qui avait fait la révolution, qui avait transcendé l'appartenance ethnique, n'a pas réussi à transmettre ce sentiment national de manière suffisamment diffuse pour permettre à la génération suivante de se baser dessus, ce qui aboutit en 92 à la partition quasi du pays par petits blocs. Pourquoi cela? Tout à l'heure, en discutant avec le grand frère Marc Mapingou et avec Ulrich aussi, j'étais arrivé à la conclusion de l'analyse que pourquoi le Congo est ethnisé, c'est pas parce que les Congolais sont foncièrement sauvages plus qu'un autre peuple sur la surface du globe, non. C'est parce que l'ethnie est souvent le dernier refuge de la solidarité. L'État étant défaillant, quand on a un enterrement, un décès, une maladie, le secours, on le trouve dans l'ethnie, avant de le trouver ailleurs, avant de le trouver dans une structure transnationale. Ce qui fait que c'est la dictature qui fragmente le peuple, qui fait qu'il y a le S. Et notre objectif en tant que collectif Sassoufi, ça a été rapidement, plutôt que de nous plaindre de ne pas avoir des gens du Nord, comme on dit souvent dans le combat, de se poser à soi-même la question, combien de numéros de gens du Nord j'ai dans mon téléphone avant de me plaindre qu'ils ne sont pas dans le combat? Combien de gens de cette partie du pays j'ai contacté? Est-ce que j'ai la connaissance de la sociologie de cet endroit? Est-ce que j'ai la connaissance des contraintes matérielles, logistiques qu'ils ont avant de m'en plaindre? Et on remarquera, contrairement au discours général du pouvoir, il y a des zones du Congo où on n'a ni Internet, ni téléphone portable. Où le militant que vous avez là-bas ne peut même pas prendre une photo parce que son téléphone date tellement du siècle dernier qu'il ne peut même pas vous envoyer une image. Et il ignore parfois même l'existence de Facebook. Il en a entendu parler de temps en temps, mais il ne sait pas comment y aller. Donc il y a des contraintes réelles. Il y a même des zones où, pour se marier, il faut l'approbation du sage du village qui est pro-parti. Donc si on se rebelle, on se retrouve au banc de la société. Et sachant que là, la solidarité n'étant que celle de l'ethnie, il se retrouve contraint d'abdiquer. Donc au Congo, ma conclusion, c'est qu'il n'y a pas encore de peuple. Mais nous allons vers un peuple. Et c'est ce peuple-là que nous avons vu à Pointe-Noire, au meeting de Mokoko, c'est ce peuple-là que nous voyons dans la rue. Et
Le pouvoir au peuple nécessite d'abord la naissance d'une nation. C'est le sens de notre combat et c'est ce que j'ai à dire. Merci Andrea. Avec le collectif, ça suffit. Donc nous allons avancer